Pendant plus de 40 ans, l'humanité a vécu au rythme de la lutte entre deux blocs ennemis. Deux ensembles menés par les États-Unis et l'Union soviétique. Chacun, convaincu de posséder le meilleur système politique, la meilleure idéologie, a rivalisé avec l'autre par ses forces militaires, économiques, scientifiques et même culturelles. Cette opposition a influencé tous les pays du monde, occasionné plusieurs conflits, failli déclencher une apocalypse nucléaire, mais elle n'a jamais provoqué une véritable guerre mondiale entre les deux blocs. C'est ce qu'on a appelé la guerre froide. États-Unis et Union soviétique avaient en fait plusieurs points communs. Ce sont des pays de pionniers qui ont conquis de vastes territoires. Les Américains sont allés toujours plus loin, vers l'ouest. Les Russes, peuple fondateur de l'Union soviétique, ont progressé vers les immensités de l'Est. Au début du XXe siècle, on les considère comme deux pays jeunes, en expansion rapide, mais aussi des pays peu impliqués dans les affaires du monde. Ce qui va tout changer, ce sont les événements qui surviennent en Europe. Le continent qui, à l'époque, dominait le monde, est secoué par de violentes turbulences. En 1941, le dictateur nazi allemand Adolf Hitler est parvenu à soumettre directement ou indirectement l'ensemble du continent européen par sa politique guerrière. Le Royaume-Uni parvient à résister. Mais il apparaît vite que seule l'Union soviétique, qui est directement confrontée à l'agression hitlérienne, et les États-Unis peuvent libérer l'Europe du régime nazi. Les forces américaines et canadiennes traversent l'Atlantique et avec les Britanniques débarquent sur le continent européen. Les Soviétiques qui ont mobilisé en masse progressent à partir de l'Est. Sur ces images, les armées soviétiques et américaines se rencontrent au cœur de l'Allemagne, qu'elles viennent de vaincre. Nous sommes en 1945. On y voit une ambiance amicale, une ambiance qui ne va pas durer. Très rapidement, des tensions apparaissent. L'ennemi nazi vaincu, les différences entre les deux pays prennent la première place. Et ces différences sont énormes. L'Union soviétique est un pays communiste, basé sur les principes de Marx et de Lénine. Depuis la révolution de 1917, la dictature du prolétariat vise à donner le pouvoir au peuple, aux ouvriers et paysans. Pour y parvenir, l'État contrôle l'ensemble de la vie politique et économique. Aux États-Unis, on parle aussi de pouvoir du peuple, mais dans un sens très différent. Le rôle de l'État est restreint. Le pouvoir du gouvernement est limité par la loi. La liberté des individus est valorisée. L'économie du pays est surtout privée. Et on compte sur la libre concurrence pour assurer la prospérité de la population. Ces deux visions opposées vont rapidement trouver où se confronter. Sur le continent européen, qui se relève à peine de la guerre. Dans la partie ouest de l'Europe, stationnent des troupes américaines. Dans la partie est, des troupes soviétiques. C'est la conséquence des accords de Yalta, qui avaient été conclus en février 1945 entre le Britannique Churchill, l'Américain Roosevelt et le Soviétique Staline. Ces accords prévoyaient une stratégie militaire commune et la tenue d'élections libres dans les pays libérés du nazisme.
Mais pour Staline, les pays libérés par l'armée rouge au prix de millions de morts doivent rester sous l'influence soviétique. En Pologne, en Hongrie, en Bulgarie et en Roumanie, des régimes communistes se mettent rapidement en place. Dès 1946, Churchill dénonce un rideau de fer qui sépare les régimes communistes du reste du monde. An iron curtain has descended across the continent. Peu après, la Tchécoslovaquie est intégrée au bloc communiste par un coup d'État. L'influence soviétique s'étend. Les Américains ont d'abord faiblement réagi à cette expansion soviétique. Dans l'euphorie de la victoire sur le nazisme, leur grand projet pour l'après-guerre, c'est la création des Nations Unies, un organisme mondial qui inclut l'Union soviétique. Sa fonction est d'assurer la paix dans le monde. Mais face aux avancées de l'URSS de Staline, le climat change brutalement aux États-Unis. Ce qu'on appelle la menace communiste devient la préoccupation numéro 1. Et le pays se met même à surveiller ses propres citoyens, suspects de connivence avec l'ennemi. En 1947, le président Truman s'engage à contenir l'expansion soviétique partout dans le monde. Dans ce face-à-face, l'URSS a pour elle l'immensité de son territoire. De leur côté, les États-Unis peuvent compter sur leurs alliés d'Europe de l'Ouest et du Japon. Surtout, la marine américaine est sans rivale sur les océans. Grâce à elle, les routes entre les États-Unis, le Japon et l'Europe sont à l'abri de toute menace. Dans le domaine militaire, la carte maîtresse des Américains est l'arme atomique. Ils sont alors les seuls à la posséder. Autre atout des États-Unis, la puissance économique. Le pays lance le plan Marshall, une immense aide financière accordée à l'Europe pour redresser son économie et réduire l'influence communiste. Le plan Marshall est proposé à tous les pays, mais seule l'Europe de l'Ouest l'accepte. La grande question à l'époque est « Que va devenir l'Allemagne ?» Dans le pays vaincu de la Seconde Guerre mondiale, la population vit dans de grandes difficultés. Depuis sa défaite, le pays est divisé en 4 zones d'occupation. Américaine, anglaise, française et soviétique. La capitale, Berlin, située en zone soviétique, est aussi partagée. Fin 1947, aucun accord n'apparaît possible entre occidentaux et soviétiques. Les 3 zones d'occupation occidentales sont associées. En rétorsion, Staline coupe les liaisons terrestres avec Berlin-Ouest, pensant l'asphyxier. Mais les États-Unis et leurs alliés parviennent à ravitailler la ville par les airs. C'est le premier pont aérien de l'histoire. Jusqu'à 1 avion par minute atterrit pour apporter charbon, nourriture, médicaments à la ville isolée. Avec cette action, les États-Unis gagnent la sympathie de nombreux Allemands. Staline constate son échec et après 1 an de blocus, les voies terrestres vers Berlin sont réouvertes. Berlin-Ouest reste dans le camp occidental. C'est un coup d'arrêt à l'expansion soviétique en Europe. Mais à l'autre bout du monde, en Asie, le mouvement communiste obtient un succès retentissant. La Chine, le pays le plus peuplé du monde, est conquis par Mao Tse-tung,
qui installe un régime allié de l'Union soviétique. Avec cette victoire communiste en Chine, un nouveau front de la guerre froide s'ouvre en Asie. L'île chinoise de Taïwan, restée non communiste, reçoit le soutien des États-Unis. Au Vietnam, la domination française est contestée par une insurrection menée par le Parti communiste, qui se bat pour l'indépendance. Dans le nord du pays, les Français sont particulièrement mis en difficulté. Mais le grand point chaud est la Corée. Le pays est partagé entre le nord, sous influence soviétique, et le sud, sous influence américaine. En 1950, face à l'offensive des forces du Nord, l'armée américaine intervient en masse. La rivalité entre les deux blocs engendre son premier affrontement de grande ampleur. La tension est d'autant plus forte que maintenant, et les États-Unis et l'Union soviétique disposent de l'arme atomique, ainsi que de missiles pouvant frapper à des milliers de kilomètres. La peur d'une guerre nucléaire s'installe dans les esprits. La logique bloc contre bloc se renforce. L'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, réunit depuis 1949 les armées des États-Unis, du Canada et des principaux pays d'Europe de l'Ouest. Ce traité prévoit que toute agression contre un de ces pays sera considérée comme une agression contre tous, et que tous y répondront. Quant au bloc de l'Est, son destin repose sur la personne de Staline. En 1953, sa mort choque le monde. Le leader soviétique était l'objet d'un véritable culte de la personnalité, en URSS et bien au-delà. Mais son successeur, Khrouchtchev, dénonce ces crimes. Plusieurs millions de morts, dont de nombreux communistes. Avec ces révélations, certains ont l'espoir d'une fin de la guerre froide. Espoir vite déçu. La politique soviétique vis-à-vis des pays d'Europe de l'Est ne va pas changer. L'épisode le plus marquant a lieu en Hongrie, en 1956. Mécontente du régime mis en place par l'Union soviétique, la population de Budapest se soulève. Les manifestations deviennent rapidement une insurrection, qui parvient en quelques jours à renverser le gouvernement pro-soviétique. La réponse de Khrouchtchev est immédiate. Moscou envoie ses divisions blindées. Faiblement armés, les Hongrois ne peuvent longtemps résister. Le pouvoir pro-soviétique est remis en place. Souvent impopulaires en Europe de l'Est, les Soviétiques bénéficient par contre d'un véritable engouement dans de nombreux pays du tiers-monde, qui souhaitent échapper au colonialisme ou à la domination occidentale. C'est le cas de l'Égypte, gouvernée par Nasser. Le pays avait été longtemps sous la domination des Européens. Mais par volonté d'émancipation, il se rapproche de l'URSS. En 1957, Nasser décide de nationaliser le canal de Suez, une artère vitale de l'économie mondiale, appartenant à des intérêts européens. Français et Anglais
réagissent en envoyant des troupes. Mais rapidement, le leader soviétique Khrouchtchev intervient et menace d'employer l'arme atomique si l'expédition militaire franco-anglaise ne cesse pas. Une menace qui suffira à faire reculer Paris et Londres. La peur du nucléaire va atteindre son paroxysme à propos d'une autre crise, à l'autre bout de la planète. Sur l'île de Cuba, Fidel Castro a pris le pouvoir suite à une révolution socialiste. Mais il se trouve que Cuba n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres des États-Unis. Lorsqu'un avion espion américain découvre en 1962 que des missiles nucléaires soviétiques sont installés à Cuba, la crise est inévitable. Le président Kennedy exige le retrait de ces missiles. La marine américaine fait le blocus de l'île. L'aviation se prépare à bombarder. Des navires soviétiques approchent. Le monde retient son souffle de peur d'une guerre mondiale atomique. Kennedy et Khrouchtchev savent qu'ils n'auraient que quelques minutes pour prendre des décisions cruciales. En 6 jours de crise, les deux leaders résistent à la pression de l'escalade et parviennent à un accord secret. Les Soviétiques retirent leurs missiles de Cuba et les Américains les leurs de Turquie. En ce début des années 1960, la situation est totalement bloquée. Une guerre serait suicidaire pour l'humanité, mais la réconciliation est impossible. Est et Ouest vivent dans 2 mondes de plus en plus séparés. Et c'est à Berlin que cette coupure a pris un tour définitif, en 1961. Berlin était le dernier point de passage entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Un point de passage déjà utilisé par 3 millions de personnes qui avaient fui l'Est. Pour arrêter cet exode, le régime communiste décide de construire un mur. Au cœur de la ville, on installe des barbelés. On condamne des immeubles. Avant que la séparation ne soit complète, des milliers de Berlinois de l'Est tentent de rejoindre l'Ouest. Mais rapidement, le mur est achevé. La séparation devient totale. Du côté